Bonsoir, bienvenue à la réunion du groupe de soutien des Laurentides de ce soir. Et tout spécialement, ce soir, on a en fait deux invités. Donc, la leader de groupe de soutien, Véronica Gill, qui est présente avec nous. Merci beaucoup à Véronica d'avoir organisé cette réunion-là et l'avoir partagée, dans le fond, à tous les groupes du Québec pour que tous puissent en profiter. Et je suis avec Marie-Pierre Lecourcire, qui est infirmière, dans le fond, en recherche pour le myélome. Et c'est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La présentation de ce soir, comprendre les traitements pour maîtriser le myélome multiple. Donc, avec nos deux invités ce soir, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour remercier nos partenaires, sans quoi ce ne serait pas possible, dans le fond, d'organiser tous les info-webinaires et tout le matériel éducatif aux patients que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, comme je vous dis, la réunion de ce soir est enregistrée. C'est pas possible pour vous, en fait, d'avoir votre écran, dans le fond, d'activer. Donc, pour communiquer durant la présentation de Marie-Pierre, s'il vous plaît, utilisez les fonctions dans la barre de menu que vous voyez. Si vous êtes sur votre cellulaire, des fois, il faut juste basculer pour accéder à un deuxième écran pour avoir accès au menu. Donc, juste lever la main ou utiliser, dans le fond, préférablement la fonction de messagerie ou de chat pour communiquer. Mais à la fin de la session d'aujourd'hui, en fait, on va vraiment prendre un petit moment pour la période de questions. Vous pourrez, comme je vous ai dit, activer votre caméra à ce moment-là si vous êtes à l'aise. Sinon, utilisez la fonction de messagerie et utiliser la petite main. À ce moment-là, gérer à tour de rôle pour les questions. La session est enregistrée. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, en fait, vous pouvez soit y accéder par myelome.ca, mais aussi vous allez directement sur YouTube, vous faites une recherche sur Myelome Canada ou Myeloma Canada en anglais. Vous allez, dans le fond, nous trouver aussitôt que vous voyez la petite fleur rouge, là, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez basculer entre vidéo et playlist ou liste de lecture en français. Il y a une panoplie de vidéos qu'on a déjà enregistrées, soit des webinaires, soit des petites capsules ou des partages de patients, leur expérience et tout ça. Donc, vraiment, beaucoup de sujets, tous reliés au myélome, que ce soit les effets secondaires, les traitements, la recherche. C'est très diversifié. Donc, je vous invite à y aller. Si vous cliquez sur le petit nuage là, que j'ai mis, si vous cliquez sur s'abonner, ce que ça va faire, en fait, c'est que vous allez être notifié par courriel à chaque fois qu'on rajoute du nouveau matériel éducatif aux patients. Donc, voilà pour moi. J'arrête le partage et je vous présente Marie-Pierre. Bonjour, je vais Allô, vous Marie-Pierre? partager mon écran moi aussi. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marie-Pierre. Karine elle m'a déjà introduit, mais je suis infirmière clinicienne à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 2016 et je travaille comme coordonnatrice de recherche dans l'équipe du docteur Richard Leblanc à Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes familles de traitements dans le traitement du myélome. Ensuite, je vais essayer de vous faire un petit algorithme, comment trouver le bon traitement pour vous. Puis, je pense à la demande générale, là, j'ouvre sur les perspectives futures et on termine ça par une période de questions. Donc là, vous baignez dans le myélome. J'ai pas voulu vous faire un cours 101 de myélome. Je vous ai mis une petite diapo, être sûr qu'on parle tous le même langage et qu'on est tous dans le même niveau de vocabulaire. Donc, le myélome, c'est un cancer de la moelle osseuse, qui n'est pas la moelle épinière. Donc, souvent, quand on pense, on parle dans le dos, la moelle épinière, c'est pas ça, c'est la moelle osseuse qui se retrouve dans nos os longs et nos os plats. Un myélome, c'est pas la même chose qu'un mélanome. Donc, ici, il y a une image d'une moelle osseuse saine. Donc, vous voyez, c'est plein de couleurs, c'est beau, c'est plein de choses différentes qui font plein de rôles différents. Quand on a un myélome, il y a une certaine mutation qui arrive. Puis là, vous voyez, les belles cellules bleues, ils se transforment en vieilles cellules mauves, un peu moches, toutes ridées.
Puis c'est ces cellules-là qui envahissent la moelle, ils prennent toute la place, on les appelle les plasmocytes, puis eux sécrètent beaucoup d'immunoglobulines qui sont des sortes de protéines. Donc là, si on a un myélome à IgG, à IgA ou à IgD, donc tout dépendamment qu'est-ce qui va être sécrété par ces protéines-là, c'est là qu'il y a un envahissement de la moelle, puis notre moelle osseuse est plus capable de faire son travail habituel. Fait que là, ça crée des impacts sur plusieurs fonctions de notre corps, la fonction des reins, la fonction sanguine, la production de globules blancs, globules rouges, tout ça. Puis ça fait aussi des lésions sur nos os. Donc voilà, c'était Myélome 101. Si vous avez des questions à la fin, je vais être disponible. Donc, les familles de traitement et les effets secondaires, je me suis vraiment limitée parce que, ben, vous allez voir, là, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, mais ils sont regroupés quand même en 3 grandes familles. Donc, on commence avec les inhibiteurs du protéasome. Ça, c'est aussi un exercice de diction, faire cette présentation-là. Vous allez remarquer, les médicaments, ils ont souvent 2 noms. Un nom qu'on appelle le générique et un nom commercial. Donc, entre parenthèses, c'est le nom commercial. Des fois, vous allez entendre des gens dire « Ah, moi, je prends du Velcade » ou « Moi, je prends du bortezomib ». C'est la même affaire. Il y en a un qui est le nom générique et l'autre le nom commercial. Donc, dans la famille des inhibiteurs du protéasome, on a 3 médicaments. Vous avez remarqué, ils finissent tous pareil. Donc, bortezomib, carfilzomib et ixazomib. Le bortezomib, ça se donne en injection sous-cutanée. Le carfilzomib, ça se donne en intraveineuse. Et le ixazomib, ça se donne péros, donc une pilule par la bouche. Comment ça fonctionne, ce médicament-là? Bien, vous avez dit, c'est facile, le nom le dit, ça inhibe le protéasome. Donc, ça l'empêche le protéasome de faire son travail. Donc, pour comprendre qu'est-ce que ça fait, bien, il faut savoir qu'un protéasome, c'est comme le bac de recyclage de notre cellule. Fait que là, quand je vous dis que j'ai essayé de rendre ça très compréhensible et très vulgarisé, là, montrez pas ça à votre médecin, là, il va vous dire qui c'est qui vous a dit ça. Mais vraiment, je l'ai fait visuellement pour que vous compreniez. Donc, le protéasome, c'est le bac de recyclage. Son rôle, normalement, il prend des protéines qui sont mal formées ou mal pliées ou mal... puis, il les dégrade en petites protéines, en petits morceaux pour pouvoir finalement les excréter. Quand on vient l'inhiber, donc on vient l'empêcher de faire son travail, on ferme le couvercle du bac de recyclage. Le bortezomib, c'est ça son travail, il vient fermer le couvercle. Puis là, il y a une accumulation de protéines dans les cellules. Ces protéines-là, ils envoient des signaux d'aide et ça entraîne finalement la mort de la cellule. Mais des protéasomes, il y en a dans toutes les cellules, même les cellules saines. Pourquoi les cellules du myélome, ils sont très sensibles à ce mécanisme d'action-là? C'est que c'est des cellules qui produisent beaucoup de protéines. Donc, ils produisent des immunoglobulines qui sont des protéines. Fait que si on empêche le bac de recyclage de faire son recyclage, bien, il y a une accumulation très rapide de déchets qui se créent dans les cellules, puis les cellules du myélome, ils meurent. Mais cette fonction-là, c'est aussi ça qui fait qu'on a des effets secondaires. Les effets secondaires des inhibiteurs du protéasome, c'est des neuropathies, donc des engourdissements, surtout dans les extrémités, les doigts, les pieds, les orteils, parce que c'est des petits endroits où une petite accumulation de déchets qui n'est pas excrétée, rapidement, ça vient empêcher les nerfs de bien envoyer des signaux sensitifs. On peut faire de l'hypotension orthostatique. On peut avoir des plaquettes basses. Souvent, c'est quelque chose qui est cyclique. Nos plaquettes, au milieu de cycle, au jour 11 du cycle, ils vont vraiment avoir été dans un creux. Puis, quand on a une petite semaine de pause, nos plaquettes redeviennent à la normale. C'est aussi des médicaments qui causent quelques problèmes gastro-intestinaux, diarrhée, constipation. Le carfilzomib, qui est un peu le cousin nouvelle génération du bortezomib, il est un petit peu plus puissant dans le sens que c'est un inhibiteur irréversible du protéasome. Donc, lui, quand il se fixe à notre bac de recyclage, il met un cadenas et une clé et on ne peut plus rouvrir ce bac-là. Donc, il est théoriquement un petit peu plus puissant, mais il y a aussi un profil d'effet secondaire qui est un peu moins agréable. Il peut créer des effets secondaires cardiaques ou pulmonaires. Donc, on l'aime beaucoup, mais il faut faire attention quand même si on est quelqu'un qui a des antécédents cardiaques, on est mieux de se faire un petit check-up avant. La deuxième famille que je veux vous parler, c'est les immunomodulateurs, qu'on appelle entre nous des IMID.
Dans cette famille-là, il y a de la thalidomide, du lénalidomide ou du pomalidomide. Puis encore une fois, c'est les noms commerciaux qui sont entre parenthèses. Donc, lénalidomide et revlimide, c'est la même chose, exactement pareil. Comment ça marche? Bon, ça réduit l'apport sanguin, ça tue les cellules du myélome, ça l'empêche les cellules de s'accrocher dans la moelle et ça active le propre système immunitaire du patient pour reconnaître et éliminer les cellules. Là, bien honnêtement, j'ai un petit peu de difficulté à le vulgariser, celui-là, à bien le comprendre moi-même, mais ça fonctionne. Pour l'historique, c'est la thalidomide le premier qui a été commercialisé pour traiter le myélome. C'était au début des années 2000, 1999, 2003, la première approbation par la FDA. Puis la thalidomide, qu'est-ce qu'on pensait qui allait marcher? C'est que ça empêche la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Puis on le sait, ça marchait très bien dans les tumeurs solides. Exemple, une tumeur au niveau des poumons, bien, on empêche l'apport sanguin, on empêche la tumeur de se nourrir, la tumeur va finir par rapetisser et mourir. Mais ils se sont dit, bien, pourquoi pas l'essayer dans les cancers sanguins aussi, donc les cancers de la moelle osseuse, et ça a fonctionné. Le mécanisme, il n'est pas très bien décrit, même si on l'utilise depuis très longtemps, il y a encore des parties qui sont pas très bien expliquées. Les effets secondaires de ces médicaments-là, ben, vu que c'est dans la famille de la thalidomide, vous en rappelez probablement, moi je suis beaucoup trop jeune. Ça fait de la tératogénicité, donc la thalidomide, ben, ça a fait beaucoup scandale là, il y a plusieurs années. C'était recommandé pour les femmes enceintes pour traiter les nausées, mais ça faisait beaucoup de malformations chez les nouveau-nés et les fœtus, entre autres. Donc, c'est pour ça que ces médicaments-là, ils sont servis par une pharmacie spécialisée. Au Québec, c'est la pharmacie La Rivière-Mascotte. Et à chaque fois qu'on a un service de Revlimid ou de pomalidomide, on est censé avoir un petit counseling sur la grossesse, counseling sur nos activités sexuelles pour s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse qui va arriver pendant qu'on est sur ces médicaments-là. C'est des médicaments qui peuvent causer de la fatigue, de l'anémie, des problèmes gastro-intestinaux, diarrhée, constipation possible. Ça peut aussi causer une altération du goût dans la bouche, des aliments qui peuvent goûter métallique, des aliments qui peuvent goûter le brûlé. Ça joue sur nos productions de cellules sanguines aussi, donc une baisse de globules blancs, neutropénie. Dans les premiers cycles, quand on le prend, on peut faire une genre de réaction cutanée, des boutons, ça peut apparaître surtout sur le tronc, rarement dans le visage, mais les bras, le tronc, tout ça. Puis, on prend une petite pause de traitement, puis habituellement, quand on reprend la deuxième fois, cette réaction-là n'arrive pas. C'est aussi un médicament qui peut causer des caillots sanguins. Donc, ce médicament-là est prescrit, on ajoute un médicament anticoagulant qui est habituellement de l'aspirine pour s'assurer qu'il n'y aura pas de caillots, des phlébites ou qui pourraient se transformer en embolies pulmonaires. La troisième famille que je veux vous parler, c'est les anticorps monoclonaux. Donc là, on rentre dans une sorte d'immunothérapie. Ceux-là sont aussi reconnaissables par leur nom de famille, les MAB. C'est tiré de l'anglais pour monoclonal antibody, donc anticorps monoclonal. Le plus populaire de cette famille-là, c'est le daratumumab. Il y a son petit cousin, le isatuximab, et un autre anticorps anti-CD38, le elotuzumab. Donc, c'est toutes des MAB, c'est toute la même famille. Et comment ça fonctionne? Ce sont le isatuximab et le daratumumab, ils ont le même mécanisme d'action. Ce sont des anticorps anti-CD38. Donc, habituellement, comment ça fonctionne? Notre système immunitaire est très bon pour reconnaître les cellules à détruire. Mais les cellules cancéreuses, ils sont très bonnes pour se cacher. C'est comme s'ils se mettaient un petit bouclier devant elles, puis là, notre système n'est plus capable de les reconnaître. Donc, les cellules cancéreuses, ils ont toute la place qu'ils veulent pour se développer et grandir et former des belles familles heureuses. Donc, le daratumumab, son rôle, c'est de venir enlever ce bouclier-là, puis de venir un peu identifier, venir taguer les cellules cancéreuses et d'appeler notre système immunitaire à l'aide. Donc, on vient mettre un gros drapeau rouge sur les cellules cancéreuses, puis on fait un appel de notre système immunitaire. Donc, c'est une protéine, c'est un anticorps, c'est fait en forme de Y. Sur les cellules du myélome, il y a ce qu'on appelle un CD38. Donc, en recevant un anti-CD38, l'anti-CD38 vient se coller au CD38.
puis il envoie des signaux à notre système immunitaire, donc les cellules NK, c'est en anglais, c'est Natural Killer. Donc, ça vient et ça tue la cellule cancéreuse de par l'appel qui a été fait par le daratumumab ou l'isatuximab. Les effets secondaires, ben, lors de la première infusion ou injection, j'ai mis infusion parce que dans le temps, le daratumumab, ça se donnait en intraveineuse. Maintenant, ça se donne beaucoup en sous-cutané. Il y a des risques de réaction à l'infusion, des risques, une genre d'allergie, là, qui n'est pas une allergie en tant que telle, mais c'est dans le fond, notre système immunitaire s'active tellement que là, ça nous fait, on peut avoir le souffle court, on peut devenir rouge dans le visage. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il y a une longue période de surveillance après les premières injections ou infusions. C'est un médicament qui nous met plus à risque d'infection. De par sa fonction qui vient activer notre système immunitaire, ben, notre système immunitaire il est occupé ou il est fatigué. Donc, quand arrive une infection, il est moins disponible pour combattre. Donc, c'est important, lavage des mains, port du masque dans des situations où il ne pas aéré, où on est à l'intérieur avec des personnes qui ont des symptômes. On le recommandera jamais assez. Puis les autres symptômes, ben, ce sont des médicaments qui sont relativement bien tolérés, des choses qu'on s'attend en recevant ben, des traitements fatigue, un peu de tout, de la dyspnée, anémie qui est une baisse des globules rouges, puis thrombopénie qui est une baisse des plaquettes. Donc ça fait mon tour des grandes familles de traitements. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de questions à la fin, mais j'espère avoir réussi à vous les vulgariser un peu pour essayer d'augmenter la compréhension de ce qui se passe quand on reçoit notre traitement. Maintenant, comment on choisit le bon traitement pour vous? Ça, c'est une éternelle question. Je vous ai fait une petite recherche historique. Le graphique, ça vient pas de moi, ça vient d'un article qui a été publié en 2020. Dans les années 60, il n'y avait pas grand-chose. On donnait de la prénisone, des agents alkylants comme du melphalan. Puis la ligne bleue qui oscille comme ça, c'est l'espérance de vie à 5 ans. Donc, dans les années 60, si on avait un diagnostic de myélome en 1960, après 5 ans, on avait très peu de chances d'être encore en vie. Je ne sais pas si j'ai un petit pointeur, là. Mais bon. Ah oui, ici. Donc, ici, à 5 ans, bon, on était peut-être à un 10 de chance de survie après 5 ans. Puis là, bon, ici arrive en 1980 les greffes de cellules souches, autogreffes, allogreffes. Dans les années 2000, les immunomodulateurs, les inhibiteurs du protéasome, donc l'arrivée du Velcade, l'arrivée de la thalidomide. À 5 ans après notre diagnostic, les chances de survie sont à 35 %. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, ça n'arrête pas d'augmenter, ça continue d'augmenter. Donc, quelqu'un qui a un diagnostic en 2020, 5 ans plus tard, ben, il y a quand même beaucoup de chances d'être encore en vie. Là, vous dites, bon, c'est peut-être décourageant, mais moi, je trouve ça super encourageant parce que vraiment, on voit qu'il n'y a pas de plateau dans le développement qu'on a avec les nouveaux traitements qui s'en viennent, avec la recherche qu'on fait. On augmente encore l'espérance de vie de nos patients, la survie globale, puis surtout la survie sans progression, donc la survie sans rechute de la maladie. Donc ça, c'est un petit historique. Maintenant, comment choisir un traitement? En la première ligne, donc le premier traitement que vous allez avoir, c'est assez clair. On vous classe tout de suite. Est-ce que vous êtes un patient qui est éligible à la greffe ou un patient qui est non éligible à la greffe? Les deux principaux critères, ben, c'est l'âge, comme le monsieur Doucet a dit tantôt. À 70 ans, c'est notre cut-off. Si vous avez plus que 70 ans, vous ne pourrez pas être greffé, malheureusement. Vous êtes quand même chanceux parce que le reculon de 3-4 ans, ben, c'était 65 ans, puis l'âge a été augmenté à 70 ans. Est-ce qu'il y a une présence de comorbidité qui ferait que le processus de greffe pourrait être très difficile, voire mortel? Parce que oui, il y a des risques à la greffe, ce n'est pas un processus sans risque. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes cardiaques, quelqu'un qui a des problèmes de foie, etc., 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 ce n'est pas quelqu'un qui serait nécessairement éligible à la greffe. Si vous êtes quelqu'un qui est non éligible à la greffe, donc quelqu'un qui a plus de 70 ans ou qui, pour une autre raison, ne serait pas éligible à la greffe, ce qu'on va vous donner en première ligne, ça s'appelle du DARD. Donc, daratumumab, Revlimid et Decadron. Daratumumab, c'est un anti-CD38. Revlimid, c'est un immunomodulateur. Puis, on va vous donner ça sur du long terme tant que ça fonctionne. Il y a 3 raisons principales d'arrêter un traitement.
parce que ça ne fonctionne plus. Donc, on dit une progression de la maladie. Le myélome se réactive et revient malgré le traitement. Parce qu'il y a des effets secondaires qui sont intolérables ou parce que c'est la demande du patient, comme on a entendu tantôt, quelqu'un qui tolérait pas les neuropathies, qui voulait avoir une bonne qualité de vie, bien là, ça a été la décision du patient d'arrêter son traitement. Quelqu'un qui est éligible à la greffe, on va lui donner ce qu'on appelle un régime d'induction, le VARD, donc Velcade, qui est un inhibiteur du protéasome, R, Revlimid, qui est un immunomodulateur, et D, le petit fameux décadron. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, notre régime d'induction, on l'appelait le CIBOR-D, donc BOR pour bortezomib, D pour décadron et C pour cyclophosphamide. Mais ça a été comparé les deux ensemble et le VRD est meilleur. Donc maintenant, c'est ça qui est prescrit à la très grande majorité des patients. Ensuite, on fait une greffe de cellules souches, qui n'est pas un processus facile. Et on a ce qu'on appelle un traitement en maintenance, qui est habituellement du Revlimid. Parfois, pour les patients qui sont à haut risque, on va prescrire le bortezomib en maintenance. Les principes généraux des traitements qui ont été découverts au fil du temps, c'est que les duos sont meilleurs que les traitements tout seuls. Puis, les trios sont meilleurs que les duos. Mais là, on pourrait se demander, ben, les quatuors, est-ce qu'ils sont meilleurs que les trios? Ben, probablement, c'est la question qui est posée en ce moment dans beaucoup de protocoles de recherche. Donc, d'ici quelques années, ça se peut que la première ligne, ce soit un DVRD. Donc, vraiment, daratumumab, Velcade, Revlimid, Décadron. On couvre tout, on attaque le myélome de toutes les armes qu'on a en même temps et on s'attend à ce que ça soit une réponse qui est vraiment durable et à long terme dans le temps. Donc, ça, c'est un peu notre algorithme. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut déterminer votre statut. Est-ce que le premier traitement, ça a marché, ça n'a pas marché? Est-ce que vous êtes un statut qu'on appelle réfractaire? Donc, que la maladie s'est réactivée pendant que vous étiez en traitement ou très peu de temps après avoir arrêté un traitement. Ça veut dire que si on vous redonnerait ce traitement-là, ça ne marcherait probablement pas. Un autre des principes généraux, c'est qu'on aime changer de classe ou du moins ajouter une classe après une rechute. Donc, si on était traité avec un inhibiteur de protéasome, bien, on va changer pour un immunomodulateur. Puis l'autre grosse chose qui joue aussi sur qu'est-ce qu'on va vous prescrire dans une deuxième ligne de traitement, est-ce qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont approuvés ou remboursés? Est-ce qu'il y a des protocoles de recherche qui sont disponibles? Ou, comme parlait M. Roux, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont accessibles en programme d'accès spécial, donc qui sont remboursés par la compagnie pharmaceutique? Fait que toutes ces questions-là, quand vous êtes devant le médecin, peut-être que ça ne paraît pas, mais lui, il y a un gros algorithme décisionnel, un arbre décisionnel pour prendre la décision finale de quel traitement est le meilleur pour vous après une rechute. Puis là, vous voyez, c'est tous des trios, donc des combinaisons, un DRD, un DVD, un KRD, un KCD, un protocole de recherche, peut-être. Puis, à la rechute aussi, ça va dépendre de ce que vous avez déjà reçu comme traitement, à quoi vous êtes réfractaire et, bon, plusieurs autres critères possibles. Puis, je réitère, je prêche pour ma paroisse, mais un protocole de recherche, si ça vous intéresse, vraiment, ça donne accès à des nouveaux traitements qui sont parfois super prometteurs. Ça vous donne accès aussi à des super infirmières de recherche comme moi-même. J'ouvre la porte au futur. C'est qu'est-ce qui s'en vient, c'est qu'est-ce qui est en protocole de recherche en ce moment. Je sais que ça vous intéresse, je sais que les patients sont souvent intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe après, puis qu'est-ce qui se passe quand j'aurai épuisé mes lignes de traitement, puis quoi. Ben, là, je vous le présente. Je fais vraiment un survol parce que c'est pas des choses qui sont accessibles actuellement, mais c'est des choses qui vont être accessibles prochainement. Donc, je vous présente 3 nouvelles familles qui vont arriver bientôt. Il y a ce qu'on appelle les sels modes. Donc, vous remarquez qu'ils finissent aussi par domide, comme la thalidomide, l'énalidomide et pomalidomide. Donc, les sels modes, c'est une nouvelle génération des imides qui sont nouveaux et améliorés, nouveau marketing. On change de nom, on change de mécanisme d'action un peu, mais on se base quand même sur qu'est-ce qui a été appris avec la thalidomide et l'énalidomide et le pomalidomide. C'est des médicaments qui sont mieux tolérés et qui peuvent être donnés même si on est réfractaire aux autres imides.
En ce moment, en études cliniques, il y en a deux qui sont assez avancées. Ça s'appelle l'iberdomide et le mezigdomide. Maintenant, les anticorps bispécifiques, c'est un mécanisme qui est semblable aux anticorps monoclonaux. C'est juste qu'au lieu d'avoir un bras qui va s'accrocher à notre cellule du myélome, ben, on a deux bras. Il y en a un qui s'accroche à notre cellule du myélome, puis il y en a un qui s'accroche à notre lymphocyte T, donc à la cellule de notre propre système immunitaire, puis ça fait vraiment un rapprochement forcé entre les deux. Donc, au lieu de s'accrocher puis d'appeler à l'aide en espérant que quelqu'un passe, lui, il est bispécifique avec ses deux petits bras vraiment il accroche la cellule du myélome, il accroche la cellule immunitaire, puis il les colle ensemble en disant, ben, faites votre travail, un doit manger l'autre. Et ben, habituellement, c'est la cellule immunitaire qui gagne. Il y en a trois qui sont dans des phases de développement là, assez avancées. Le teclitamab, qui s'appelle aussi le Tecvayli, le elranatamab, qui est le Elrexfio, et le talquetamab, qui est le Talvé. Donc, c'est trois médicaments qui s'en viennent, qu'on a en protocole de recherche et qui éventuellement, dans quelques années, peut-être années avec un S, vont être possiblement disponibles au Québec. La troisième nouvelle classe de médicaments, puis ça, c'est un peu révolutionnaire là, dans le myélome, c'est quelque chose qui se fait dans le lymphome depuis quelques années. C'est le traitement par cellule CAR-T. En anglais, c'est le Chimeric Antigen Receptor Therapy. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lymphocytes T, c'est les cellules du patient, c'est les cellules du système immunitaire. On va les collecter par un processus d'aphérèse, un peu comme ceux qui ont une collecte de cellules souches, ça ressemble, sauf qu'on ne ramasse pas les mêmes cellules. On va les envoyer dans un laboratoire, on va les modifier génétiquement, on va entrer en elles un gène, ça va ajouter un récepteur à notre cellule, qui est un récepteur CAR. Donc, finalement, avec les lymphocytes du patient et le récepteur CAR qui est fait en laboratoire, on va avoir une cellule CAR-T. Après ça, ben, on va la réinjecter au même patient qui a donné la cellule lymphocyte au départ. Et là, c'est comme si on injectait un missile à tête chercheuse. Ça va tellement aller chercher les cellules du myélome et c'est la seule mission de ces petites cellules génétiquement modifiées. C'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est quelque chose qui a des résultats vraiment prometteurs. On voit des taux de réponse là, assez spectaculaires dans des patients multitraités après plusieurs lignes de traitement. Il y en a deux aussi qui sont potentiellement disponibles dans les prochaines années. Et là, vous excuserez ma prononciation. Le idécaptagène vicleucel ou le ciltacaptagène autoleucel. Donc, c'est deux médicaments, deux compagnies différentes qui développent leurs propres produits CAR-T. C'est quoi les obstacles à la mise en marché des CAR-T? Bien, évidemment, c'est le prix et c'est les ressources hospitalières. C'est des traitements qui demandent à ce qu'on soit hospitalisé quand on les reçoit. Donc, on prend des patients qui seraient normalement traités en clinique externe, qui n'auraient pas besoin d'hospitalisation. Bien là, il faut les hospitaliser pendant une quinzaine de jours. Donc, c'est en ce moment un gros enjeu ici à Maisonneuve, mais aussi partout au Québec et partout dans le monde. Donc, ça, c'est des obstacles à la commercialisation des CAR-T en myélome. Le prix, je vous en parle parce que ben, dans le processus d'approbation, là, vous voyez, c'est approuvé par Santé Canada. Fait qu'on se dit, ah, yes, ça s'en vient, tu sais. Santé Canada, c'est pas eux qui fournissent le médicament. Eux, ils s'assurent de la sécurité. Fait qu'ils ont dit oui, les études ont été faites, c'est sécuritaire, c'est efficace, ça fonctionne. Maintenant, c'est aux gouvernements provinciaux à déterminer, OK, ben, à qui on va le donner, quelle population, parce que vu qu'on a un système public, ben, plus on a un grand bassin de population, plus ça coûte cher. Et on doit négocier avec la compagnie pharmaceutique à quel prix ils vont nous faire ce beau traitement-là. Donc, c'est toutes des questions que quand ça arrive à la prescription, on ne pense pas, mais c'est des années et des années de travail qui ont été mis dans la recherche. Donc, je termine là-dessus. Avez-vous des questions? Lève ta main. Moi, j'en ai une. J'en ai une la main. Allez-y, Jean-Claude. Oui, dans le fond, ce que je voudrais comprendre, c'est Oui. le rôle de la dexaméthasone dans le traitement. C'est quoi exactement, spécifiquement, ce que ça fait? Qu'est-ce qui est écrit là?
Afficher tous les sous. La dexaméthasone, c'est un corticostéroïde, donc c'est un anti-inflammatoire. C'est un traitement qui vient un peu tout calmer le processus inflammatoire qui se passe dans le corps quand on a un myélome qui est actif. C'est vraiment quelque chose qui va ajouter une synergie à tous les traitements. Puis oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais dans tous les traitements, ben, vous voyez le petit D à la fin, ça veut dire dexaméthasone ou décadron de son autre nom. Fait qu'il est là dans toutes les recettes, malheureusement, mais je sais que lui aussi donne beaucoup d'effets secondaires pas très agréables. Je vous entends pas, monsieur. Oui, ça empêche de dormir. C'est très difficile sur l'organisme, ça te reste réveillé. Et moi, l'effet secondaire bizarre que ça m'a donné, c'est une augmentation des triglycérides. Mais c'est ça. Mais pourquoi des doses élevées comme 40 milligrammes? Pourquoi pas 20? Pourquoi? Mais en tout cas, Si vous ne le tolérez pas, vous pouvez parler à votre médecin pour réduire les doses. Ça, c'est sûr, il y a toujours un moyen de s'arranger, mais ça a été étudié là, que c'est ça la dose qui était la plus efficace dans le traitement, puis que vraiment, ça vient faire une synergie avec nos autres traitements pour s'assurer qu'on a le plus d'efficacité possible. rapidement, une dernière question sur cet item-là. C'est que, maintenant, dans le traitement que je prenais, anti-CD38, etc., la semaine où je n'avais pas de traitement, il fallait quand même prendre une journée de ce produit-là. Alors, pourquoi ça? Pourquoi le prendre s'il n'y a pas les autres? Ben, il y a un rôle à jouer dans la gestion du myélome aussi. Le myélome, c'est immunitaire. Donc, quand on dit immunitaire, il y a des signaux inflammatoires qui sont envoyés. Puis, le décadron vient un peu calmer tout ça, là, puis aider à avoir un bon contrôle de la maladie. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, docteur Leblanc à Maisonneuve-Rosemont, quand j'ai commencé mes traitements, il m'avait dit les patients, ils aiment vraiment pas le décadron, la dexaméthasone. Il dit, mais le myélome, il l'aime encore moins. Donc, c'est pour ça qu'il le donne aux patients. Non, c'est une bonne raison. Marie-Pierre, question sur le CAR-T. Oui. Est-ce que, je disais, puis j'ai fait suivre au groupe des Laurentides, je pense que c'était dans le New York Post ou dans le New York Times, qu'ils disaient pourquoi qu'on s'acharne à donner des traitements de chimio et tout le tralala quand on a maintenant le CAR-T. Tu mentionnais que le CAR-T était vraiment prometteur puis qui était approuvé par Santé Canada et que Québec, pas encore. Est-ce qu'il y a une province qui l'a approuvé et est-ce que les Québécois y sont admissibles? Karine, corrige-moi, mais je ne pense pas qu'il y a une province au Canada qui l'a approuvé. C'est disponible aux États-Unis parce que, ben, aux États-Unis, vous voulez recevoir un CAR-T, monsieur, sortez votre carte de crédit ou votre chéquier, on va vous en donner un, ça va nous en faire plaisir. Mais au Canada, je ne crois pas qu'il y a aucune province où c'est disponible actuellement. Est-ce que le programme CLIC, qui est en fait le CAR-T au Canada, a avancé? Je ne connais pas ce programme-là, je ne pourrais pas vous dire. C'est en fait le gouvernement ontarien qui a décidé, semble-t-il, je dis ça sous toute réserve, là, Marie-Pierre, semble-t-il qu'il aurait pris le lead pour la transformation génétique. Autrement dit, au lieu de donner à un laboratoire privé, c'est gouvernemental, puis au lieu de l'appeler CAR-T, ils l'ont appelé CLIC. OK. À suivre. Ici À aussi, suivre. on en a un laboratoire de thérapie cellulaire. À l'hôpital Maisonneuve, ça s'appelle le CETC, le Centre d'excellence en thérapie cellulaire. Mais je pense qu'on est à une phase encore très précoce là, pour parler du manufacturing, puis de où ça va se produire, puis dans quel laboratoire ça va se faire. Il y a encore des études en cours, puis il y a encore des choses à fine-tuner avant de dire, OK, c'est accessible. Oui, ça a des résultats très prometteurs, même qu'au début, quand c'est arrivé, ben, on parlait d'un potentiel de cure. En ce moment, ben, je pense que c'est plus dans le discours, là, mais ça apporte des très belles réponses. Puis qu'est-ce qui est le fun? Ben, c'est que c'est un one-shot deal, comme on dit en français. Et après, ben, il n'y a pas de traitement de maintenance, il n'y a pas rien. On a reçu notre CAR-T, puis on tombe sur une phase d'observation, si vous voulez. Fait que ça, c'est excessivement prometteur. Puis dans l'approbation de ces médicaments-là, oui, il y a une balance bénéfice-risque, parce que, bon, je vous ai présenté le beau côté, mais il y a quand même beaucoup d'effets secondaires qui sont associés. Il y a aussi une balance de pharmacoéconomie.
On le paye pendant combien de temps? Mais oui, mais ça sauve de la chimio parce que pendant ce temps-là, ben, on donne pas de daratumumab, on donne pas d'entretien, on donne pas rien d'autre. Fait que tout ça est pris en compte. Au Québec, ça s'appelle l'INES qui fait cette analyse-là, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Et croyez-moi que le dossier ne doit pas faire 2 pages, là, il doit avoir plusieurs centaines, et si pas des milliers de pages. Donc, cette analyse-là est en cours, elle n'est pas terminée. Fait je pense que c'est très précoce là, pour dire dans quel laboratoire on va faire le manufacturing de ces cellules-là. Deux choses, Marie-Pierre, puis après ça, je te laisse aux autres. Merci pour nous démêler tout ça. Tu as un don. Si quelqu'un qui a le myélome veut faire partie d'une équipe de recherche, est-ce qu'on s'adresse à notre oncologue hématologue? Oui. Oui. Ça va vraiment être votre médecin traitant qui va soit vous référer, il y a de la recherche, il y en a à Maisonneuve, mais il y en a à Sacré-Cœur, il y en a, je crois qu'il y en a un petit peu à Saint-Jérôme, il y en a au Jewish, il y en a au CUSUM, il y en a au CHUM, il y en a partout, puis chaque hôpital a des protocoles différents qui recrutent à des moments différents. Donc, vraiment, il y a un site là, ben, dans le fond, sur le site de Myélome Canada, même, il y a cet outil-là de recherche d'essais cliniques. Oui. Mais c'est vraiment par votre médecin que la demande de consultation va se faire. Parfait. Merci, Marie-Pierre. Super, t'es excellent. Merci beaucoup. Donc, effectivement, sur le site de Myélome Canada, il est possible d'utiliser l'outil de recherche. À ce moment-là, c'est vraiment par filtre. Vous y allez selon votre condition à vous du myélome et vous pouvez chercher, c'est quel protocole de recherche qui est le plus près de chez vous. Mais naturellement, c'est juste un outil pour entamer la conversation avec votre médecin ultimement. Donc, selon votre condition, peut-être que vous n'êtes pas éligible à un protocole de recherche ou peut-être que vous l'êtes, au contraire. Donc, ça dépend aussi des médicaments que vous prenez actuellement ou si vous avez été réfractaire, des choses comme ça. Donc, plusieurs critères à respecter et c'est votre médecin qui est dans la meilleure position pour vous suggérer quelque chose. Et lui-même a accès à toute cette information-là. Donc, oui, je vous invite à échanger avec lui ou elle pour démêler tout ça et voir qu'est-ce qui est disponible pour vous. Si vous êtes ouvert aux recherches cliniques, naturellement que ça l'aide beaucoup dans le processus d'approbation. Je fais juste retourner rapidement dans la discussion qu'on avait au tout début avec Jean. Dans le fond, oui, il y a l'approbation de Santé Canada qui prend un certain délai comparé à, exemple, ce qui est sorti déjà aux États-Unis. Donc, première étape, oui, excellent, c'est approuvé par Santé Canada, on est content. Mais ensuite de ça, il y a tout un processus, oui, avec l'INES, mais avec, exemple, nous, à Myélome Canada, il y a Jessie Ranger qui est directrice justement dans les droits des patients et elle va au front, dans le fond, avec tous les ministères, pardon, du Canada. Donc, tu sais, chaque province, ça va être complètement différent. C'est une étape à recommencer à chaque fois pour l'approbation dans la province, dans le fond, en espérant que le médicament soit remboursé. Donc, beaucoup d'étapes, mais aussi, j'aimerais vous rappeler, dans le fond, que c'est super important lorsque vous voyez circuler dans l'infolettre, et si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre déjà, allez à myélome.ca et allez vous abonner à ce moment-là à chaque mois. La troisième semaine, dans le fond, du mois, on sort une infolette. À ce moment-là, où il y a plein de détails sur le myélome, mais il y a aussi les détails sur la recherche, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les activités, des choses comme ça. Et souvent, on lance des sondages à ce moment-là sur certains médicaments qui sont pris ou qu'est-ce qui s'en vient, si vous seriez intéressé, des choses comme ça. Donc, je vous invite très fortement à répondre à ces sondages-là. Ça prend quelques minutes, mais ça l'aide beaucoup dans toutes les étapes en droit des patients que Jessie va ensuite adresser aux différents ministères pour faire avancer les choses là, dans le remboursement des médicaments. Donc, je voulais juste faire un petit bémol là-dessus. Je vais passer Catherine. à... Oui, Ben, il y a des personnes qui ont levé la main, là. oui, Suzanne. exactement.
Oui, moi, après mon autogreffe, on m'avait prescrit le médicament d'entretien, le Revlimid, le Lédal, je ne suis pas capable de le dire, là. Mais j'ai dû l'arrêter parce que j'ai fait un syndrome de Fanconi au niveau des reins et ils me l'ont arrêté complètement. Là, je voulais savoir si, étant donné que je ne prends plus de médicaments d'entretien, si ma rémission va durer moins longtemps. Je suis ici en tant que présentatrice et non pas en tant qu'infirmière et encore moins en tant que médecin. Votre dossier, je ne le connais pas et sûrement que votre médecin vous dirait la même chose. On n'a pas de boule de cristal. Ce que les études y ont prouvé, c'est qu'en donnant le Revlimid en maintenance, oui, ça dure plus longtemps. C'est la statistique. Êtes-vous dans la statistique pile dessus, ça va durer X nombre de mois, puis vous allez arriver? Êtes-vous dans la moyenne positive, dans la moyenne qui va être moins longtemps? Honnêtement, c'est vraiment du cas par cas, puis je veux pas, en tout cas, j'ai pas le droit de me lancer dans l'analyse de votre dossier. Je connais pas votre dossier, en fait. Mais est-ce qu'il y a un autre médicament, une alternative qui aurait pu me suggérer? Est-ce que Non, c'est vraiment ça qu'on donne en maintenance. C'est le lénalidomide ou le Revlimid. Oui. Puis après 2 ans, souvent, on l'arrête. Fait que je sais pas combien de temps vous l'avez eu, je sais pas. J'ai pris 3 mois. J'ai pris 3 mois. Ouais. Ben, à suivre. Comme je vous dis, je peux pas répondre mais ça serait vraiment une discussion à avoir avec votre oncologue, là. OK. Merci. Merci, Madame Gaumont. Il y a M. Normand Claveau qui avait levé la main aussi. Mais par exemple, oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, parfait. Regardez, je vais mettre mon image. Attendez un peu. OK. Moi, s'il y a une chose qui me chicote depuis un certain temps, c'est les vaccins qu'on est censé recevoir. Tous les vaccins que j'ai eus dans le passé, là, parce que c'est quand on est traité après l'autogreffe que j'ai eu, c'est une renaissance. En tout cas, moi, je me sens renaître, là. Puis là, les vaccins, je suis embêté un petit peu. Il y a un protocole qui va suivre, je présume, mais probablement qu'on va donner la même réponse qu'à l'autre dame. C'est le médecin qui va être en mesure de répondre à ma question, mais je ne sais pas s'il y en a Moi, je m'étais enregistré pour avoir le vaccin pour la COVID et aussi pour euh, la grippe. Mais on m'a déconseillé d'aller par la suite. J'ai quelqu'un que je connais qui est assez calé dans la matière. Je ne le nommerai pas, là, mais il a écrit un livre il n'y a pas tellement longtemps. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse par rapport à ça. Mais c'est quoi la question? C'est sur l'horaire des vaccinations post-greffe ou c'est sur est-ce qu'on recommande le vaccin COVID ou pas? Non, c'est est-ce que à un moment donné, oui, effectivement, parce que moi, je considère que mon système immunitaire doit avoir été renforcé. Donc, je suis à l'épreuve, sans vouloir dire que je suis à l'épreuve de tout, mais on m'a dit, il y a des infirmières qui me disaient, ben, après 6 mois, on serait censé être en mesure de te redonner des vaccins que tu as eus sans nécessairement reculer vers le BCG qu'on avait quand on était à l'école primaire, là. Non, mais c'est sûr, quand on reçoit la greffe, là, on fait un reset. Ouais. Les vaccins qu'on va vous donner à 6 mois, 12 mois post-greffe, ben, c'est les vaccins de bébé. C'est ce qu'on donne à nos petits bébés là, qui viennent de naître là, à 2 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Ils ont des vaccins. Moi, je suis là-dedans. Là, OK. Mais c'est la même chose qu'on va vous donner pour s'assurer justement que votre système immunitaire, il y a les bons outils pour se préparer contre ces infections-là. Mais c'est du cas par cas. Je sais que C'est assez une recette standard, là. Oui, mais mon médecin semble dire là, que c'est quelque chose qui va venir à un moment donné, mais on n'est pas là, semble-t-il. Ça fait combien de temps que vous êtes greffé? Moi, je suis greffé au début de septembre 2022. Puis vous avez eu aucun vaccin? Non. OK. Ben, faites donc un petit rappel à votre oncologue, là. Oui, on en a parlé, mais il disait que on n'était pas rendu là. Okay. Ça, c'est comme la personne qui parlait de Zometa tantôt, là. Il y en a que ça peut être juste 1 an, il y en a qu'ils ne tolèrent pas.
Moi, ça fait 2 ans, là, bientôt. Ça fait que ça Ben, arrête-tu? On n'arrête pas nécessairement, mais moi, j'ai pas vraiment d'effet secondaire, pas connu en tout cas. Ça fait que si ça peut nous éclairer, ben, tant mieux. Mais oui, effectivement, je vais voir mon oncologue, je le vois une fois par mois, après des prélèvements sanguins. Puis on va voir pour voir si c'est nécessaire. Ben, parfait. moi, je sais pas où vous êtes traité. Moi, j'ai été traitée à Maisonneuve-Rosemont. J'ai eu 2 fois des autogreffes, une fois en 2018, une fois en 2022. Puis dans les 2 cas, 6 mois après, le CLSC m'appelle, puis je refais toute ma série de vaccins comme si j'en avais jamais eu. Ah, OK. Fait que ça fait 2 fois, moi, que je refais la série, là. OK, OK, OK. Bon, Mm. ben, je vais en reparler, puis à moins que dans mon cas, ce ne soit pas nécessaire, là, mais Ben, à moins je qu'il y ait pense quelque chose en dans votre dossier médical qu'on connaît pas, là, puis on ouais, peut pas faire l'analyse comme ça, over the c'est phone. possible. Non, ça, je vous l'accorde, je vous comprends là-dessus. Ça fait que c'est pour ça que je disais que la dame qui m'avait précédé, là, il y avait un peu d'ambiguïté par rapport à ça, mais ça va. J'ai mes réponses, puis je vous félicite pour, pour la façon dont vous avez présenté ça. C'est vraiment éclairant. Merci beaucoup. Ouais, moi, je suis relié avec Miellon Rive-Sud, là. Puis, je suis en contact avec Danny Wade, là, en particulier. Je présume qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, là. Mais Ouais. Miellon Rive-Sud, là, répond à nos questions aussi. Puis, je suis bien d'accord que vous avez bien fait ça aujourd'hui. Merci beaucoup. OK? Merci. Il y a une question de Joanne Rivard Vaccin sur le du chat. COVID-19. Attends, quelqu'un qui parle. Elle demande, c'est quoi le prix du Carticel? Est-ce qu'il a la main? On parle de plus de 500 000 par patient, là. Plus que Américain. US dollars. Oui. 700 000 Elle a levé ma main. dans certains États US. Ah, je pense que M. Doucet qui essaie de parler. Oui, tantôt, j'avais levé la main, mais la main est disparue. Ah, on s'excuse. Allez-y. Non. Oui, j'avais une question. J'avais oublié, j'ai fait une embolie pulmonaire au mois d'octobre dernier parce que j'avais pas d'aspirine. Puis là, j'en ai des. Ils m'ont donné tout de suite le lendemain, là, je commençais des anticoagulants, puis ça va bien depuis ce temps-là. J'ai une question pour vous, parce que je voulais mettre ça dans mon dossier, là, ce que je vous ai dit. En janvier 2023, on m'a diagnostiqué la protéine monoclonale était à 20. Mon immunoglobuline kappa libre était à 800. Présentement, ma protéine monoclonale est à 3. Elle est à 3 depuis 2 mois. Là, elle a être bloquée là-dessus. Puis mon immunoglobuline est normale. Fait que tout est rendu normal presque. Ce qui m'inquiète, j'ai demandé, on m'a dit, l'année dernière, on m'a dit que je prendrais le traitement que j'ai en ce moment pendant au moins 1 an. Là, j'ai reposé la question, on m'a répondu, oui, mais là, il y a des nouveaux protocoles. On va tout probablement aller plus loin que le 12 mois. Écoutez, à part des petits accrochages, des gros accrochages que j'ai eus, je suis en pleine forme. Moi, là, le dexaméthasone, je le prends le vendredi, là, puis je suis la langue à terre le jeudi parce que j'ai tellement hâte de l'avoir. Moi, ça me bouge pendant 5 jours. Écoutez, oui, OK, on ne dort pas une nuit, mais de toute façon, dans le mois, en temps normal, j'ai des périodes que je ne dors pas. Fait que ça ne change pas grand-chose. Fait que moi, ça me stimule beaucoup, beaucoup. C'est comme je peux enlever, on a voulu me l'enlever parce que je ne sais plus, monsieur, il y a 2 semaines, parce que mon hémato-oncologue est en vacances, on va vous l'enlever. Je dis, non, faites jamais ça, enlevez-moi pas ça. Fait que finalement, ils ne me l'ont pas enlevé. Fait que, mais tout semble bien aller. Mais le traitement, là, c'est ça, hein, ça peut durer plus qu'1 an, la même chose. Ce que j'ai, les trios de traitement, j'imagine, c'est ça ma question. Vous prenez de daratumumab, Revlimid, Décadron? Ouais. C'est un traitement Oui. qu'on va donner à long terme puis qui fonctionne longtemps. C'est ça qu'on OK. veut. Si vous le tolérez bien puis que vous n'avez pas d'effets secondaires qui vous empêchent de bien vivre votre vie, c'est vraiment quelque chose qu'on veut donner sur le long terme. OK, question. Je commence à avoir une perte de cheveux, c'est normal, c'est la chimio qui fait ça. Hein? Peut-être votre âge, peut-être la chimio, je ne sais pas. Hey, là, ça va faire. Non, excusez, c'est une farce. Dernière question. C'est pas quelque chose qui est vraiment documenté, là, la perte de cheveux avec ces traitements-là.
On prend ça. Le dénosumab que je vais, l'Exgeva, là, que je vais avoir la semaine prochaine, vu que j'ai fait des réactions, des petites plaques que j'ai eues sur le corps, j'étais un petit peu peur, mais j'étais encore. Le Zometa, il disait qu'1% de la population avait des mauvaises réactions. Ben, je fais partie de ce 1%-là. Puis là, je me disais, ben là, ça ne doit pas être bien grave, hein, ça, des choses cutanées. Je n'ai pas arrêté de respirer, ça, je veux dire. Parce qu'il me le Ben donne, non. puis je m'en vais chez nous, là, tu sais. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas comme à l'hôpital, là, c'est au CLSC. OK, ben, parlez-en avec l'infirmière du CLSC. Peut-être qu'elle peut vous faire une petite période Ben, d'observation elle post, m'avait, là, vous gardez elle va être sur votre surprise parce chaise, qu'elle là. OK, elle va être surprise parce qu'elle m'avait dit qu'il n'y en a pas de réaction. Zéro. Bon, Bon. à suivre. OK. Prenez donc votre décadron la même journée là, que votre truc là, anti-inflammatoire. Là. Ça Ben, va vous vous savez aider pas peut-être. vous savez pas ce que j'ai fait. J'étais supposé d'être la même journée, puis ce matin, j'ai appelé pour le changer parce que j'avais peur que le décadron amplifie le. Fait que j'ai changé ça, moi. Ben, Ben c'est oui. bon, si c'est demain, vous êtes protégé. Là. Le décadron, ça fait longtemps. OK. Bon. C'est tout. Merci beaucoup de votre présentation. Beaucoup, Ça me beaucoup, fait beaucoup. plaisir. Véronica, il faut que je vous quitte. Il faut que j'aille chercher mes petits loups à la garderie. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup à toi. De toute façon, plusieurs personnes l'ont exprimé, là. Je pense que c'était clair, ça répond aux questions, puis en même temps, je pense que c'est aussi rassurant. Fait que merci beaucoup, beaucoup pour ton temps.